Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu pour cette première rencontre au Club de la Presse sur les questions d'égalité femmes-hommes dans les métiers de la presse et des médias et de la communication. Et donc pour cette première rencontre, nous allons parler de genre et de journalisme, comme l'indique le titre du livre écrit par Béatrice Daniel-Gaillard, Sandy Montanida et Eugénie Salka, qui sont donc et Eugénie sont présentes avec nous ce soir. Je ne sais pas si on les voit aussi en visio, mais bonsoir aussi aux personnes qui sont avec nous en visio. Et nous aurons une prochaine rencontre, je le dis tout de suite, le 29 novembre. La deuxième rencontre aura lieu le 29 novembre, ici également à 18h30, sur le thème cette fois de la représentation des femmes dans les médias. Donc là, ce soir, on va plutôt s'interroger sur la place des femmes journalistes. Les femmes journalistes au sein de leur rédaction et au sein de la société, des personnes qu'elles sont menées à interviewer, à interroger également. Pour commencer, j'aurais souhaité que nos deux invités se présentent et puis nous expliquent aussi comment elles ont travaillé sur ce livre, donc, qui est un livre très complet, donc en trois parties. Avec une partie également sur la féminisation, la représentation des femmes dans les médias, et deux parties sur le rôle des journalistes, enfin leur place, on va dire, dans les médias. Donc, est-ce que Sandy, vous pouvez vous présenter en premier? Donc, bonsoir, merci d'être là. Donc, pour me présenter sur la partie recherche, donc on est dans le même laboratoire, donc le laboratoire à Rennes, qui travaille spécifiquement sur les questions, alors plein de questions, mais aussi sur les questions de journalisme via le prisme du genre. J'ai commencé à Lille, donc je travaille déjà sur ces thématiques-là, et pour la partie plutôt enseignement, je suis responsable de la formation en journalisme à l'UT de Lannion, qui est l'une des 14 formations parmi les formations reconnues, dans lesquelles on forme les étudiants au niveau post-bac. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une casquette un peu différente. Voilà, qu'on a aussi abordé là sur la question des écoles, donc aussi de l'accès via les écoles. Et donc, dans ce contexte-là, les 14 écoles sont réunies dans la CEJ, donc la conférence des écoles en journalisme. Et donc, au niveau de la CEJ, donc, qui représente ces 14 écoles, je suis chargée avec une collègue qui s'appelle Pascal Coutisson, de la mission Égalité, lutte contre la discrimination. Donc, l'objectif, ce n'est pas de se substituer aux écoles, parce qu'on ne peut pas agir au sein des écoles, mais par contre, l'idée, c'était de pouvoir impulser un mouvement, et donc, il y a par exemple maintenant des référents ou références dans chacune des écoles. C'est de Rennes 1 et au niveau recherche, je travaille en sociologie du journalisme avec un intérêt pour les questions de genre depuis ma thèse qui portait pas spécifiquement sur le genre, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur ces questions, sur le genre et le journalisme. Et en particulier, je me suis intéressée au processus de féminisation d'une spécialité qui est celle du journalisme politique. Sur laquelle je continue, enfin, thématique sur laquelle je continue à travailler, notamment avec notre co-autrice Béatrice Daniel-Gaillard, qui est collègue de Sandy à Lannion. D'accord, et merci. Et du coup, donc vous connaissiez toutes les trois, vous travaillez sur des thématiques on va dire, qui se recoupent. C'est comme ça que vous avez eu l'idée de travailler ensemble. Comment est venue la genèse de ce livre de recherche, de ces recherches? Oui, il y a plusieurs facteurs explicatifs. À la fois, il y a effectivement le fait qu'on se connaisse, qu'on ait des domaines de recherche
qui se rejoignent, qui sont complémentaires, puisque par exemple, Sandy a beaucoup travaillé sur la question des représentations médiatiques, moi, j'ai plus travaillé sur l'amont, le processus de fabrication d'informations. Et Béatrice, je pense qu'elle est dans un entre-deux, elle a fait un peu les deux. Et puis, il y a aussi une volonté peut-être de publier un ouvrage sur un sujet qui n'était pas traité de façon exhaustive dans le monde de l'édition scientifique. Donc, il n'y avait pas d'ouvrage synthétique qui propose une revue de littérature à la fois francophone, mais aussi avec voilà, un apport des travaux étrangers, pas seulement d'ailleurs de la littérature anglophone, mais aussi d'autres pays. On a mis des exemples sur l'Inde, sur le pays du nord de l'Europe, par exemple, en fonction de ce qui existe et des travaux qu'on a trouvés. Évidemment, la littérature scientifique est énorme, cet ouvrage n'est pas exhaustif, mais on a essayé de pointer les travaux qui nous semblaient les plus stimulants. Ce ne sont pas toujours les plus récents, d'ailleurs, il y a aussi des travaux qui sont un peu datés, mais qui ont voilà, marqué soit un tournant dans la manière d'appréhender les choses, soit qui sont particulièrement stimulants. Et donc, je crois que c'est deux éléments qui nous ont encouragés à rédiger ce livre. Et on s'entend aussi très bien, ce qui est important pour collaborer scientifiquement. Et après, je pense qu'il y avait aussi la volonté, on se rendait compte à la fois de valoriser un peu les travaux de recherche, qui souvent en fait sont vraiment méconnus. Et quand on rencontrait les journalistes, qui nous arrivent souvent en étant dans une école, et Eugénie intervient aussi à Lannion, donc on intervient toutes les trois dans une école de journalisme. Et c'est vrai que souvent les journalistes nous posaient la question en disant il n'y a rien en termes de résultats sur telle ou telle thématique. On sait en fait si, il y a plein de résultats. Ouais, mais c'est récent. En fait, non, c'est pas récent. Il y a vraiment une littérature qui existe depuis avant les années 70 et donc et des résultats de recherche qui, dans certains cas, en fait, ont assez peu évolué. Et donc on sait que voilà, c'était dommage qu'il n'y ait pas ce lien en fait, ou l'accessibilité qui puisse se faire sur des travaux de recherche. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir valoriser des travaux qui existent déjà en sciences humaines et sociales et qui sont en capacité d'expliquer une partie de réticence. Par exemple, moi, j'ai travaillé un peu plus sur le journalisme de sport, mais aussi de mieux comprendre en fait les mécanismes un peu structurels et donc qui en fait se déploient de façon un peu identique selon les différents secteurs. Donc, il y a aussi cette volonté de pouvoir vraiment repartir de travaux de recherche et de mettre un peu à disposition. C'est une sorte de synthèse finalement de ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit sur le journalisme et le genre. Et vous disiez qu'il y avait des choses qui n'avaient pas beaucoup évolué. Ce qui a évolué, en revanche, c'est le nombre de femmes qui sont entrées dans la profession. On voit dans un graphique, je crois que qu'en 1960, il y avait moins de 15% de femmes avec une carte de presse. En 2010, elles sont 45% et aujourd'hui, près de 48%, je crois. C'est ça, 47. Si on a dit, c'est 48%. Ouais, voilà, 48%. Donc, on perçoit vraiment une montée en flèche des femmes journalistes. Ça, est-ce que vous l'expliquez? C'est une profession qui attire. Pourquoi ça attire les femmes? Est-ce que les hommes sont femmes ou pas? Pourquoi cette croissance fulgurante? Avant de peut-être de répondre sur le graphique, sur la partie donc en amont, oui. En fait, dans les écoles par exemple, on voit là sur les 3 dernières années, sur l'ensemble des écoles, si on prend l'ensemble des chiffres, en fait, on a plus de femmes. Donc on a plus de femmes parmi les candidates, donc voilà, pardon, ceux qui présentent, et on a aussi de fait plus de femmes. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce problème, si on peut dire, d'inégalité au sein des formations. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est plus après dans l'intégration. Donc ça, on le verra aussi en fonction des rubriques, mais en tout cas, arrivé à l'école, on n'a pas de différence, ce qui était le cas avant. Donc là, on voit bien, on a plus de femmes dans une partie des écoles. Après, effectivement, c'est l'intégration qui va jouer et puis les sorties de carrière, mais en tout cas, pour le nombre, si on se limite au nombre, on est sur une égalité. Par contre, on reste quand même avec des éléments, et c'est ce qu'on dira à chaque fois sur là aussi des inégalités qui vont revenir.
On reste avec, par exemple, tout le personnel technique majoritairement masculin, donc toutes les personnes, il y a toujours dans les écoles des personnes qui s'occupent de la technique, donc caméra, c'est vrai aussi pour les appareils photo, c'est vrai pour tout le suivi plutôt radio, télé. Et donc là, les chiffres, j'ai quand même mis le détail un peu plus loin, mais c'est pas grave, c'est trop loin à ce et on est pas loin de 80% en fait de personnel. Voilà, j'ai mis ici. Et donc sur les, vous voyez, 91% sont des administratifs, on est sur des, voilà, en gros, ça c'est le secrétariat des écoles. Et donc là, en fait, on a vraiment des femmes. Donc on voit aussi quand même des différences. Alors c'est dans l'encadrement, mais on le retrouve aussi pour les enseignants. Et notamment, on a des grosses différences pour les personnes qui interviennent. C'est-à-dire, en fait, les différences chez nous, dans les écoles, vont se faire parmi les vacataires, donc les journalistes qui interviennent dans les écoles. Donc, c'est très difficile à compter parce que on peut avoir des personnes qui interviennent 2 heures comme des personnes qui vont intervenir plus d'une centaine d'heures. Donc, les compter en nombre de personnes, ça ne peut pas avoir de sens. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même des différences. Et là aussi, en fait, à nouveau, par exemple, on va avoir plus d'hommes en radio, plus d'hommes sur des éléments plus techniques, en sport. Donc, il y a certaines spécialités et certains supports pour lesquels les journalistes qui interviennent sont voilà, majoritairement des hommes. Donc, on retrouve, même si voilà, parmi les femmes, on voit qu'il y a cette égalité parmi les candidats, mais voilà, on voit aussi qu'il reste quand même des éléments voilà, qui montrent aussi des inégalités. Voilà, je pourrais revenir plus en détail. Et les inégalités se traduisent dans l'arrivée, dans la carrière, et comme vous disiez aussi les sorties de carrière, enfin, tout au long, où là il y a plus de femmes, mais il y a moins, plus on monte dans la hiérarchie des journaux, des radios, des médias, moins on retrouve les femmes. Elles restent souvent, pas toujours, mais elles restent souvent cantonnées à des rôles plus subalternes. C'est toujours le cas, ça change? Comment? Oui, alors, ce qu'on peut peut-être dire pour compléter pour finir de répondre à la première question sur est-ce que c'est un métier qui attire? Vraisemblablement oui, qui attire les femmes. C'est des métiers dans lesquels les jeunes femmes et les femmes se projettent. Et un élément chiffré qui peut compléter ce qu'a dit Sandy sur les écoles de journalisme. Quand on regarde les détenteurs et les détentrices de la carte de presse, mais pour la première demande, depuis 2001, les femmes sont majoritaires. Donc, en 2019, il y a quasiment 54% de femmes parmi les nouvelles demandes de carte, mais ça, c'est un phénomène qui est consolidé. Donc, ça montre effectivement que ça reste un métier qui attire. Mais cette tendance générale, elle cache des disparités très fortes. Et le processus de féminisation de la profession, ce n'est pas un processus uniforme. Et effectivement, il va se déployer différemment selon, bien sûr, l'accès aux fonctions d'encadrement et de direction, mais aussi selon les statuts d'emploi. Donc, si on parle, puisque c'est ce qu'on a abordé en premier, de l'accès aux fonctions d'encadrement, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des journalistes qui seront en CDI qui accéderont à ces postes. Donc, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de la population journalistique féminine. On voit des évolutions qui sont plutôt, on va dire, positives, hein, puisque pour tout ce qui est encadrement intermédiaire, on est quasiment à la parité. Je crois qu'on a un petit... Voilà. On voit pour les chefs de service, d'agence, de rubrique, donc tout l'encadrement intermédiaire, on est à 46% en 2019, hein, ce qui est très près des 47,5% de journalistes femmes dans la profession. Là où ça pêche encore beaucoup, c'est pour les fonctions les plus hautes, donc toutes les fonctions de direction, de publication, de rédaction, où on n'est qu'à 27% en 2019, donc on peut dire que c'est minoritaire. Mais là où on peut peut-être être un petit peu optimiste, c'est quand on regarde la tendance. Hein. En 20 ans, cette fonction-là a pris plus 10 points. Il y a plus de 10 points de femmes dans ces fonctions-là, donc la tendance semble laisser un peu d'espoir. Aller vers plus d'égalité.
sur ces postes Dans 10 ans, dans peut-être, 10 ans, dans 20 ans. Même si, là encore, on voit dans ces postes, il y a aussi une répartition qui se fait selon les types de supports. Enfin, voilà. Donc, on retrouve les inégalités qu'on retrouve aussi dans la répartition des femmes, ce qu'a abordé tout à l'heure Julien, donc c'est pas homogène. Ouais. On le retrouve aussi à ces niveaux-là. Voilà, on reste avec des spécialités. Vraisemblablement, il y a plus de directrices de publication dans la presse féminine. Oui. Vous parlez de répartition homogène, vous parlez dans votre ouvrage de féminisation par le bas aussi, où finalement les femmes qui arrivent dans la profession, elles démarrent en bas et souvent elles y restent, ou elles restent dans des fonctions assez précaires. Il y a beaucoup de pigistes, beaucoup plus de pigistes qui sont des femmes. Est-ce qu'il y a une explication à ça? J'imagine, mais ça va être peut-être un peu long, mais quelles sont les explications justement puisqu'elles sont plus nombreuses, pourquoi elles n'arrivent pas plus vite plus haut? Là, on a mis quelques chiffres ici pour voir la part des femmes parmi les pigistes et puis les CDD. Là, peut-être on pourra répondre après en détail, mais juste pour prendre un exemple, dans la partie sportive, on retrouve exactement cet élément-là. Donc, ça veut dire qu'on a moins de femmes dans des postes en CDI et on va avoir donc la conséquence de ça, c'est aussi une différence dans les salaires, ce qu'on n'a pas abordé là, qu'on n'a pas mis dans les éléments, mais on voit évidemment une différence dans les salaires. Alors, il y a plusieurs raisons, dont le fait parfois d'arrêt de carrière, dont aussi le fait parfois, donc arrêt pas dans le sens définitif, mais en fait arrêter par exemple pour une grossesse et reprendre, et qui peut créer aussi des problèmes, quand on pourra en parler plus en détail. Et puis il y a aussi en fait parfois des temps qui sont des temps partiels qui sont subis et pas choisis. Donc en fait tous ces éléments-là vont aussi jouer. Pour le domaine sportif, c'est aussi des secteurs dans lesquels on va avoir une forte concurrence ou des métiers dans lesquels on est en tension et pour lesquels l'entrée en fait va être difficile sur des postes qui sont des postes en CDI ou en CDD et pour lesquels en fait on va accepter entre guillemets de basculer dans un état plus précaire, mais pour lequel on accepte aussi parce que je le remets en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les écoles. C'est en fait, il faut s'imaginer que l'entrée se fait dans un métier qui est en tension, avec une forte concurrence. On voit dès l'entrée à l'école, c'est-à-dire en gros, selon les écoles, on a un peu plus de 1000 personnes qui candidatent, on a 28 places. Je prends l'unité pour les chiffres qu'on a. Et donc, effectivement, une fois que les personnes sont entrées, le fait de ne pas trouver d'emploi, ce qui est quand même très coûteux, donc on va accepter, en tout cas sur un certain temps, de pouvoir le faire avec des conditions qui sont plus précaires. Et c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes, mais on va retrouver cette précarité qui va être un peu plus élevée. Après, voilà, je ne sais pas si on peut compléter un peu sur le graphique. Mais... Oui, on peut peut-être aussi commenter cette évolution parce que elle est frappante. Je trouve que le graphique est vraiment parlant. On voit cette inversion où on a à partir de 2004 un tournant où la part de femmes parmi les pigistes devient vraiment supérieure à celle des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Je ne sais pas. Mais ça commence à ce moment-là et c'est quelque chose qui s'accentue ou en tout cas qui reste relativement stable. C'est pas même dans les 35 heures, non? Non, c'était avant les 35 heures. Les débuts des années 2000. En fait, c'est une tendance, là, c'est juste qu'on voit la tendance, et là, c'est vraiment sur cette année-là, parce que le graphique le montre, mais en fait, c'est une tendance, et si on va un peu plus loin sur les années, en fait, on voit cette évolution. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, on compare aussi des choses, voilà, les CDD, par exemple, de 2018 ne sont pas les CDD de 2000. J'entends par là, nous, on voit aussi, hein, il y a un fort changement dans le secteur journalistique. Nous, au sein des écoles, on le voit très fortement. Par exemple, certains CDD sont maintenant remplacés par des contrats d'alternance, qui sont des contrats qui se développent énormément, par aussi des stages, qui sont des stages de 6 mois, qui sont refusés dans des écoles reconnues, mais acceptés dans d'autres écoles. Il y a aussi plein d'écoles, y compris des écoles qui ne sont pas des écoles de journalisme, pour lesquelles les personnes vont aller en stage. Et donc, on a ces éléments-là, et pour lesquels nous, on avait avant des CDD, et qu'on ne trouve plus maintenant. Donc, voilà, il y a aussi il y a un changement dans
oui, y compris dans les contrats de travail voilà, qu'on trouvait, qu'on n'avait pas à l'époque. Il y avait déjà de l'alternance dans les années 2000, mais beaucoup moins. Maintenant, toutes les écoles ont dû développer l'alternance. Donc, ça veut dire que ces contrats-là remplacent en partie aussi les CDD. Donc, voilà, on voit aussi des différences sur la structure même, en fait, et y compris des personnes qui avant étaient prises, des personnes qu'on peut embaucher en CDD qui sont maintenant en pige. Donc voilà, bref, c'est juste pour dire que c'est un peu plus compliqué que voilà, juste les croiser. Et donc, ce qui est marquant ici aussi, c'est que si on rapporte toujours ces chiffres par rapport à la part des femmes dans la profession, il y a nettement une surreprésentation. Elles sont leur part est beaucoup plus importante que la part moyenne des femmes dans la population non journalistique générale. Et ce qu'on avait calculé aussi dans le livre, hein, c'est le taux de croissance. Et certes, en nombre absolu, il y a plus de femmes en CDI aujourd'hui en France que de femmes en CDD ou pigistes parmi les journalistes. Mais si on regarde le taux de croissance du nombre de pigistes ou de CDD et le taux de croissance de CDI pour les femmes, le taux de croissance est 2 fois supérieur pour les contrats précaires. Donc, voilà, en termes de tendance ou de projection, on peut avoir une projection qui nous laisse plutôt pessimiste. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour les hommes du fait de la précarisation des métiers, enfin de tous les médias, le fait de finances compliquées, est-ce que les hommes ne subissent pas le même ratio Moins fortement. Ça impacte beaucoup moins les carrières, en fait, on s'en rend compte. Y compris, en fait, il faudrait séparer plusieurs temps, parce que c'est plus compliqué que ça, parce que c'est vrai que ce qu'on va dire pour l'insertion professionnelle actuelle, il ne faut pas pour ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans. Quand on parle de pigistes, il y a aussi des statuts tellement différents avec des personnes qui sont installées en pige depuis 10 ou 15 ans et qui gagnent très bien leur vie, et pour lesquelles c'est un choix, et des personnes qui sont en pige et qui viennent de s'intégrer ou de s'insérer professionnellement et qui ont du mal à vivre de la pige. Donc c'est vrai qu'on parle des situations qui sont assez complexes, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que à chaque oui, il y a aussi cette précarisation pour les hommes, mais ça impacte moins. Et donc, on voit à chaque fois qu'il y a un phénomène comme celui-là, on voit que ça impacte plus sur les carrières des femmes. Et c'est ça qui est important de constater, c'est que dès qu'il va y avoir un temps partiel subi, là aussi, ça va impacter plus facilement les femmes. Donc, voilà, ça rajoute une couche, si on peut dire, à chaque fois de difficultés pour des carrières qui sont des carrières féminines, et y compris parce que c'est pas ça qu'il va expliquer, mais dans un secteur qui est très concurrentiel, par exemple, partir quelques mois pour un congé maternité, dans certains cas, c'est compliqué et ça va jouer. Et s'il y a plusieurs congés, ça peut jouer aussi. S'il y a des changements, effectivement, on sait que c'est plus précaire, donc on va travailler pour un média, puis pour un autre média. Voilà, les carrières sont plus discontinues, avec plus de difficultés. En fait. Oui, donc les obstacles, un des principaux obstacles, ça reste l'interruption de carrière, on va dire la grossesse, les temps partiels, les CDD aussi qui ne s'enchaînent pas forcément au départ. Il y a des personnes qui peuvent avoir des CDD, mais il va y avoir des creux dans les interruptions. Où il y a aussi d'autres obstacles, sans parler dans votre ouvrage, du fait que les hommes se cooptent entre eux, voilà, qu'on retrouve dans toutes les professions. En fait. Est-ce que les journalistes subissent les mêmes effets que dans les autres professions, ou est-ce qu'il y a aussi une particularité supplémentaire dans le journalisme, ou est-ce que c'est finalement des carrières de femmes en France? Alors, il y a plusieurs questions. Oui. On peut peut-être commencer par les obstacles qu'on a identifiés à travers la littérature disponible, et puis peut-être après se poser la question de savoir s'il y a des spécificités par rapport à la profession journalistique. Donc, parmi les obstacles, il y a effectivement cette question de l'articulation des temps sociaux. Ça, c'est quelque chose qui revient dans beaucoup d'études, même si en France, on n'a pas de chiffres récents sur, par exemple, l'impact de cette profession sur la vie familiale. Il y a des données sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe du Nord. Donc, une profession, on le sait, qui
calquées sur des rythmes particulièrement atypiques, a fortiori dans certaines spécialités que Sandy et moi avons étudiées, comme le journalisme politique, le journalisme de sport, qui vont calquer leur rythme sur les rythmes du domaine suivi, de la vie politique, des événements sportifs, et donc qui sont difficilement compatibles avec une vie de famille, avec une vie privée tout court, même en famille. Et ça va plus loin que ça, c'est pas juste, il y a des rythmes qui sont calqués sur la vie politique, etc. C'est aussi une conception de l'excellence professionnelle. C'est-à-dire que ce dont on s'est aperçu en étudiant les journalistes politiques, c'est que le fait d'être disponible, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la compétence professionnelle, ça fait partie de la définition légitime de ce qu'être un bon journaliste politique. Et même s'il y a des petites évolutions, même si on peut noter des évolutions avec, par exemple, des chefs de service qui se retrouvent avec des gardes alternés et qui vont justement être plus sensibles à ces questions-là, mais faire peser le fait qu'à un moment donné, il faut rentrer plus tôt parce que l'enfant est malade, ce genre de choses. De fait, comme ce sont des spécialités qui sont aussi très concurrentielles, comme le disait Sandy, eh bien, peut-être que le chef de service, il est sympa et il va dire oui, vas-y, rentre plus tôt, mais de fait, c'est concurrentiel et de fait, il faut aussi garder son précaré, son domaine de prédilection. Et si on veut performer dans sa carrière, c'est difficile de ne pas se lier à ce rythme et à cette conception de l'excellence journalistique. Alors certainement, c'est moins vrai dans certains domaines, pour certaines spécialités, pour certaines périodicités de médias, etc. Mais pour ce qui est des médias nationaux, pour ce qui est des télévisions en continu, par exemple, c'est particulièrement vrai. Et nous, avec Béatrice, on avait vu chez les journalistes politiques, quel que soit, enfin, on a étudié différents types de médias généralistes, mais télévision continue, presse écrite, hebdo, quotidienne, etc. On a trouvé deux types de profils, des journalistes politiques qui vont se calquer complètement sur ce modèle-là, ce qu'on a appelé la disponibilité totale, et avec des témoignages où on raconte qu'une journaliste qui travaille en télévision, sur une télévision, une chaîne d'information en continu qui n'a plus de vie sociale, qui n'a pas à prendre rendez-vous chez le médecin, qui est en couple, mais avec un autre journaliste qui explique que c'est pour ça que c'est possible, parce que son conjoint comprend ses contraintes professionnelles, qui n'a pas d'enfant. Et puis, deuxième type de profil, une disponibilité modulée, où des femmes journalistes vont faire des choix qui vont limiter leur carrière, leur progression de carrière professionnelle, mais vont leur permettre d'articuler mieux leur vie professionnelle avec leur vie familiale. Donc, par exemple, le fait en journalisme politique, on va suivre par exemple un candidat ou un chef de parti, et s'il devient candidat à la présidentielle puis président de la République, normalement le dossier revient au journaliste qui l'a suivi. Une espèce de règle implicite comme ça. Donc, il y a des journalistes femmes, il y a une journaliste femme par exemple qui renonce à cette promotion qui suivait Sarkozy à un moment donné, parce qu'elle dit qu'elle veut garder ses week-ends avec son fils et qu'elle ne veut pas sacrifier ce temps de travail-là pendant la campagne avec Sarkozy. Donc ça, c'est des exemples qui montrent combien il y a des stratégies différentes. Soit on s'adapte totalement au modèle, mais on fait des sacrifices, et tous les chiffres montrent que les sacrifices en termes professionnels, en termes familiales, pèsent plus sur les femmes que sur les hommes. Donc les femmes sont moins souvent mariées, moins souvent d'enfants, et quand elles en ont, elles expriment toutes des problèmes plus aigus pour prendre en charge les enfants, ou des tâches familiales et domestiques. Et il y a une étude qui était intéressante aussi sur les dirigeants de médias qui étaient menés dans un pays du nord de l'Europe, et qui montrait que les hommes dirigeants de médias étaient souvent en couple avec des femmes qui avaient un statut professionnel inférieur, qui leur permettait justement de dégager toute la disponibilité pour s'occuper à la fois des tâches familiales domestiques et aussi de l'entretien du réseau de leurs conjoints. Ce qui n'est pas le cas on ne retrouve pas du tout le même modèle pour les femmes dirigeantes. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un des obstacles
Et on retrouve, juste pour compléter, on retrouve de façon, en fait, tout ce fonctionnement, on le retrouve de façon encore plus marquée quand on va vers des spécialités qui sont des spécialités vécues comme des passions ou des domaines. Et donc, c'est vrai pour le sport, c'est-à-dire à partir du moment où c'est vécu comme à la fois concurrentiel, on disait, mais ça, c'est vrai pour quasiment tous les secteurs maintenant, mais pour lesquels on a l'impression que c'est aussi, ça peut être une passion. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à cette place-là. Il y a l'impression que si on refuse voilà, de faire soit des heures en plus, soit des... Donc là, en plus, c'est du travail avec beaucoup de déplacements. Des déplacements sur des temps longs, donc Jeux Olympiques, Championnats du monde, etc., sur des week-ends, donc aussi donc il faut être quand même beaucoup à l'extérieur et suivre aussi le reste du temps les matchs, voilà. Et donc ça demande un investissement qui est très fort, qui, comme le disait Eugénie, fait partie des compétences attendues. La disponibilité fait partie de ces compétences attendues et l'envie en fait de le faire aussi. Et donc, ça veut dire que ça pose à nouveau pour l'ensemble des journalistes qui sont dans ces secteurs-là l'idée de pouvoir conserver une place avec cet investissement. Et on voit des stratégies donc, qui sont les mêmes que celles qui ont été mentionnées, mais qui vont se redoubler au moment de l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que nous, on le voit aussi avec les étudiants et les étudiantes, et sur des moments qui sont clés, qui sont par exemple au moment où on est en phase d'apprentissage ou d'insertion. En fait, on voit, donc là, c'est une enquête, je fais référence à une enquête qu'on a menée récemment avec Samuel Bourron et Valérie Jeanne-Perrier du CEPA sur des étudiants et étudiantes de plusieurs écoles qui sont en contrat d'alternance. Et la question des horaires, par exemple, nous semblait intéressante. Et dans la question des horaires, c'est exactement ce qu'on va demander, c'est à quel moment vous arrêtez, en fait, et voilà, comment ça se passe. Et tous, en fait, disent la même chose, c'est-à-dire, en gros, tant qu'il y a du monde, il reste, même s'ils ne font rien, parce qu'il faut montrer qu'on est là. Parce que si on n'est pas là, et donc, en gros, ils nous disaient, par exemple, partir avant 18h, les journalistes font la blague, par exemple, alors tu prends ton après-midi. Donc, il y a cette idée choses ne changent pas beaucoup, j'ai l'impression. Voilà, il y a cette idée qu'on a intériorisé ça, même si c'est un peu, tout le monde le sait quelque part, et donc, sauf que c'est implicite. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aller reprocher à quelqu'un, c'est-à-dire en gros, on reste parce qu'on peut rester. Sauf que là où c'est intéressant, c'est que les étudiants et les étudiantes, eux, se disent, c'est un temps d'insertion. C'est-à-dire, en fait, j'accepte de le faire parce que, voilà, derrière, ça va permettre d'être intégré. C'est-à-dire que, bon, une fois qu'ils sont intégrés, ils le font parce que il faut conserver donc, soit un homme politique ou soit une spécialité en sport. Et en fait, on se rend compte qu'après, voilà, il y a une dynamique comme ça pour laquelle c'est compliqué, en fait, ensuite de pouvoir revenir en arrière. Et en fait, c'est là que se jouent parfois les sorties de carrière ou les moments qui sont plus compliqués. Et donc, c'est là, pour répondre sur la série d'obstacles, c'est là que ça va amener des femmes à être plus en difficulté si à un moment elles veulent avoir une vie, soit une vie familiale, soit tout simplement parce qu'elles ont des enfants, parce que de fait, elles vont se trouver à être en difficulté, donc parfois à lâcher, et donc c'est vrai que lâcher par exemple des Jeux Olympiques, ça a un coût pour la carrière. Voilà, donc là on le voit, il y a un impact qui est très fort et donc, qui est compliqué. Sachant que la sortie d'école est à 16h30, et l'heure à laquelle commence la journée du journaliste. En fait. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, et là, c'est une enquête qu'on n'a pas encore publiée, qu'on est en train de faire sur les journalistes de sport, on voit que, par contre, hommes et femmes mentionnent ces difficultés quand on fait des enquêtes. Ils ne les ressentent pas de la même façon, parce qu'ils n'en ont pas la même responsabilité. Mais en tout cas, en fait, tous mentionnent cette difficulté conciliée avec une vie privée. Et donc, là aussi, ça impacte avec l'idée de pouvoir relier parfois vie privée et vie professionnelle en sortant aussi avec... J'entends juste aller boire des verres, etc., avec des collègues. Donc, voilà, il y a des espèces de contreparties qui se négocient, avec là aussi des stratégies qui sont mises en place. Mais ça, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette articulation va ici à nouveau impacter plus les carrières qui sont les carrières des femmes. Est-ce qu'on est toujours sur un modèle qui, au départ, c'était que des hommes qui étaient journalistes, donc qui ont créé finalement le modèle du journaliste? Et les femmes sont venues petit à petit, se sont adaptées à ce modèle, mais ne l'ont pas adapté à elles, finalement. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais alors qu'elles deviennent plus nombreuses. Je pense, là, je sais pas, c'est compliqué de répondre parce qu'il y a aussi plein de femmes qui en fait, adhèrent complètement à ce modèle. Oui. C'est-à-dire que par contre, il n'y a pas de, y compris, voilà, il y a aussi beaucoup de femmes qui partagent ce fonctionnement. Après, on sait que pour qu'il puisse y avoir un changement au sein des rédactions, il faut qu'il y ait un certain seuil de femmes présentes, et puis aussi des normes en fait qui sont des normes professionnelles qu'on va voir différemment.
C'est que tant qu'on est tous d'accord sur l'idée de dire qu'une des compétences, c'est la disponibilité, c'est la passion pour son métier, et c'est, en fait, voilà, il n'y a pas de changement parce que de fait, ça va être là aussi partagé. Et nous, on s'en rend bien compte, ces discussions, on les a aussi beaucoup avec les étudiants et les étudiantes qui, parfois, effectivement, définissent leur métier par une passion. Et on voit bien, et les employeurs utilisent aussi beaucoup ça. Hein, c'est une opportunité, tu vas pouvoir faire ça, tu ne seras pas payé, mais ça va t'entraîner. Et donc, voilà, nous, on essaye aussi de revenir là-dessus pour dire en fait, non, ça reste un travail, et si tu l'aimes bien, c'est tant mieux. Et donc, c'est aussi, à partir du moment où ce sera une norme professionnelle, elle sera partagée par des femmes. Donc, par contre, c'est juste qu'elles en subissent un coup un peu plus fort. Après, effectivement, on voit qu'il y a quand même l'arrivée, et là, c'est pas juste les femmes, hein, mais parfois aussi les hommes qui, arrivés à un certain âge, vont avoir des enfants et de fait vont parfois faire la demande. Mais ça reste, dans les témoignages qu'on a, ça reste extrêmement difficile parce que ceux qui le font, d'une façon ou d'une autre, vont quand même en avoir un sur, voilà, sur la carrière. Donc, même si ça reste un temps, mais ça veut dire qu'en gros, ce sera accepté pour un temps qui reste un temps court. Ouais. Voilà, même s'il y a des évolutions dans certains médias. En fait. Oui, socialement, c'est quand même peut-être moins accepté ou moins compris que ce soit des hommes qui prennent un temps, un congé, etc. pour s'occuper des enfants. Donc c'est aussi, la difficulté, elle ne se définit pas que pour les femmes, il y a aussi des normes ou des attentes genrées qui s'adressent aux hommes. Oui, bien sûr. Mais de fait, si on regarde ce tableau, on voit que la répartition des tâches domestiques et la prise en charge du soin en France, aujourd'hui, ça reste encore majoritairement quelque chose de, qui est pris en charge majoritairement par les femmes. Et ça ne concerne pas que les journalistes, mais oui, parce qu'on a pu le voir dans les entretiens, quand même, il y a quelque chose semblable. Oui, et du coup, c'était un peu la deuxième partie de ma question. Est-ce qu'il y a une spécificité journalistique, on va dire, pour les journalistes, ou est-ce que ce sont des obstacles qu'on retrouve dans toutes les carrières, finalement, dans toutes les sphères de la société française? Ou est-ce qu'il y a vraiment une spécificité? Est-ce que cette disponibilité, vous parlez de cette disponibilité érigée comme vraiment la pierre angulaire du journalisme? Et si on parle vraiment de la carrière journalistique, du point de vue des contrats d'emploi, du point de vue des temps du temps de travail, du point de vue de la précarité, ou encore de la répartition genrée des tâches, il n'y a pas de spécificité. Je veux dire, si on regarde les tendances générales, si on ne s'arrête pas sur des cas d'études particuliers, sur des secteurs particuliers, c'est des choses qu'on retrouve sur l'ensemble du marché de l'emploi en France. On a une féminisation forte au tournant des années 60 de l'activité féminine, de l'activité professionnelle, je veux dire, du marché de l'emploi, qui est liée à toute une série de facteurs macro-sociologiques, macroéconomiques, la mise en place de politiques publiques, etc., qui impactent l'ensemble des professions, dont le journalisme. On a ce même phénomène de féminisation par les spécialités qui sont déjà féminisées, par les métiers qui sont déjà féminisés. L'exemple le plus flagrant, c'est vraiment les métiers qu'on appelle les métiers du care, du soin à la personne. Donc souvent, c'est des métiers qui sont pensés socialement, perçus socialement comme étant féminins, faisant appel à des compétences perçues comme féminines. On est bien d'accord pour dire que c'est une construction sociale. C'est aussi les femmes qui sont majoritairement touchées par le chômage, par le temps partiel. Et le temps partiel, ce n'est pas qu'un choix, c'est aussi un temps partiel contraint. Voilà, ces tendances-là, en général, sur le volet salarial, au sens strict, on les retrouve effectivement dans l'ensemble des professions. Après, on peut, ce qu'on avait mis ici, on a quand même quelques spécificités, si on peut aller de ce côté-là, on le voit là sur les procédures de recrutement, parce que c'est quand même un secteur dans lequel on n'a pas de procédures de recrutement qui sont complètement formalisées. Ce n'est pas vrai partout, mais c'est quand même le cas. Et donc, parmi les mobilisations et les stratégies qu'on a abordées tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de journalistes qui ont justement émis ces demandes de pouvoir avoir des procédures qui soient
plus formalisé, parce que de fait, une procédure qui n'est pas formalisée, ça permet à nouveau de renforcer les attentes qui sont les attentes de disponibilité, et puis le fait d'un entre-soi, de réseau, etc. Donc ça, c'est quand même, alors, c'est pas spécifique à ce secteur-là, il y a d'autres secteurs qui fonctionnent comme ça, mais c'est quand même très présent dans celui-là, et c'est pas représentatif de tous les secteurs. Et ce qu'on voit aussi, et on le voit aussi sur l'intégration en sortie d'école, c'est quand même un des seuls secteurs pour lequel, puisqu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes, en fait, on joue sur ce point-là. Hein, donc, toutes ces personnes qui sont en attente et qui sont en demande, on met en place des concours qui sont très sélectifs, à l'issue d'écoles qui sont déjà très sélectives, et pour lesquels, à la fin, il faut quand même le rappeler, on gagne un CDD. Et ça, c'est quand même très particulier. Il faut quand même se le rappeler. Parce que nous, non, il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs qui fonctionnent comme ça, et c'est aussi difficile à comprendre. Oui, mais non, mais c'est vraiment difficile à comprendre, y compris parfois pour les parents, dans un lieu où parfois, en fait, la façon dont on envisage la carrière ne garantit pas, à l'exception d'autres métiers qui ont un certain niveau, qui obtiennent un diplôme et qui, de fait, peuvent accéder à une carrière et pour lesquelles on se dit, bon, dans quelques années, on va être rémunéré de cette façon. Là, ça ne garantit pas ça et il n'y a pas besoin de ce diplôme, en particulier pour intégrer ce secteur. Donc, c'est aussi une des spécificités du secteur. C'est qu'en gros, on sait que maintenant, ça favorise vraiment l'intégration, mais il y a aussi plein de personnes qui peuvent y rentrer d'autres façons. Mais il faut quand même s'imaginer que, de fait, et nous, on le voit très bien, hein, y compris sur des contrats d'alternance. Nous, par exemple, dans les écoles en journalisme, on discute, on négocie, pour ainsi dire, pas les conditions, tellement les étudiants sont déjà contents d'avoir trouvé une alternance à Télérama, au Monde, France Télé, etc. Alors que dans d'autres secteurs qui sont peut-être moins cotés, et nous on le voit sur d'autres spécialités, en fait, oui, les entreprises viennent voir les étudiants, leur font des propositions avec tout un tas d'aménagements. Et donc, on ressent ici cette grosse différence. Et personne d'entre eux ne gagne un CDD pour faire ses preuves, pour éventuellement intégrer. Donc, c'est un parcours qui est quand même complexe. Donc, parmi les spécificités, il y a quand même ce fonctionnement-là à prendre en compte, et puis cette idée aussi de reconnaissance sociale et symbolique. Hein. Voilà, il y a quand même une partie d'éléments qui pourraient accepter ce qu'on voyait tout à l'heure, ça renvoie oui à toutes ces différences, mais ça explique aussi pourquoi certaines personnes, soit hommes ou femmes, s'accrochent quand même pour un métier auquel on croit, soit par passion, pour ce qu'il représente, voilà, pour tout l'engagement que ça peut représenter. Je pense que c'est quand même important symboliquement. Oui, c'est une des grosses différences avec beaucoup d'autres professions. Le côté métier-passion, soi-disant métier-passion. Peut-être des artistes aussi, sur certaines professions artistiques. C'est pour ça que c'est pas spécifique. Et puis, par exemple, si on revient sur les métiers dits traditionnellement masculins, moi, pour avoir travaillé sur le journalisme sportif, par exemple, si je compare à l'intégration dans plein de métiers du BTP, par exemple, il y a plein de recherches qui ont été faites. En fait, le fonctionnement est exactement le même. Je crois que je l'avais mis après. En fait, on va retrouver, par exemple, ça. C'était donc par exemple là le fait on anticipe qu'il va y avoir un manque d'intérêt des femmes donc dans le BTP ou ici et pour le sport voilà on imagine en tout cas elles s'y intéressent pas, un soupçon d'incompétence qui fait que les femmes vont devoir montrer encore plus qu'elles sont à la fois soit qu'elles sont issues de ce milieu-là, soit qu'elles ont une pratique sportive ou dans le BTP qu'elles sont en capacité de physiquement faire les choses. Donc il y a toujours cette idée de pouvoir venir montrer l'image de la groupie, parce que c'est le cas dans le domaine sportif, en disant ce qui peut les amener à avoir un intérêt, ça va être d'essayer de l'expliquer de cette façon-là. Donc il y a toujours cette idée d'aller chercher une explication pourquoi la personne irait. Ça, en fait, on a trouvé ça, c'est vrai aussi parmi dans toutes les recherches qui ont été faites sur les pompiers. On trouve les mêmes fonctionnements. Donc, il y a vraiment des secteurs ou des spécificités sur lesquelles en fait, on va retrouver. Et là, par exemple, ça va passer pour le dernier point que j'ai mis sur les difficultés d'accès aux vestiaires, c'est-à-dire en gros, c'est les dernières résistances pour lesquelles on va dire ah oui, mais ça poserait un problème. Et on voit bien que de fait, ça peut être, c'est dépassé depuis longtemps, et puis l'accès aux vestiaires est difficile autant pour les hommes que pour les femmes. Mais juste pour expliquer, c'était pareil pour les pompiers. En fait, on a différents obstacles, et donc on voit bien que là, pour le coup, on va avoir des fonctionnements, donc, on retrouve des mécanismes qui sont identiques.
Oui. Dans les métiers historiquement prestigieux et masculins, ce qui va de pair un peu, on retrouve, parce qu'il y a des processus de féminisation, il n'y a pas dans le journalisme des secteurs qui restent à 100% masculins ou à 90% masculins. Il y a aussi des processus de féminisation dans les médias généralistes et dans certaines rubriques ou services qui sont particulièrement prestigieux, on va dire. Mais pour autant, on retrouve ce mécanisme de recomposition des spécialités genrées au sein de ces services ou de ces rubriques. J'aime bien citer une étude sur la Suède qui s'est intéressée à une télévision publique suédoise où il y a une vraie politique d'égalité salariale qui est mise en place depuis des années. Et malgré ça, malgré une forme de conscientisation à la fois de l'encadrement et des journalistes, eh bien, la chercheuse qui travaille sur cette télévision montre qu'il y a une division du travail nette entre les journalistes femmes qui vont s'occuper des soft news et les journalistes hommes qui vont s'occuper potentiellement des hard news, et que ça se base, cette division du travail genrée, elle se base sur des stéréotypes, notamment qui proviennent de l'encadrement des rédacteurs en chef, selon lesquels eh bien, les femmes seraient plus compétentes pour ceci ou moins compétentes pour cela, et inversement pour les hommes. Et donc, la chercheuse met en évidence une sorte de triptyque où les femmes sont, alors j'ai retrouvé des notes parce que je ne sais plus le triptyque, mais sont considérées comme prudentes, passives et hésitantes, mais qu'elles sont très douées pour le travail documentaire, et donc ça va conduire toujours à leur attribuer des tâches de journalisme dit passif, tandis que les hommes sont considérés comme actifs, fiables, assurés, et capables, ça c'est une métaphore utilisée par un rédacteur en chef, capables d'attraper la balle au vol et de courir, et donc qui seraient plus doués pour le terrain et pour un journalisme de vie. Ça a des vrais effets sur la distribution du travail, et cette chercheuse, elle rapporte une anecdote rapportée elle-même par une journaliste qui dit, à un moment donné, au moment du déclenchement de la Première Guerre en Irak, la spécialiste de cette page géographique est dans le studio à côté de là où se passe la conférence de rédaction, et le rédacteur en chef va attribuer la couverture du déclenchement de cette guerre à un journaliste qui est assis ici, qui est un homme, qui a priori se retrouve complètement décontenancé de manière. Et donc c'est lui qui va couvrir ça, alors que objectivement il y a la personne compétente qui est disponible, qui est à côté. Et donc voilà, il y a ces stéréotypes sur qui est capable de faire quoi, qui est meilleur pour quoi, et qui ont des effets très forts sur la division du travail, l'affectation des tâches. Et en même temps, c'est des mécanismes qui sont puissants parce qu'ils sont subtils, ils se traduisent dans la quotidienneté des relations de travail, dans les routines, ils sont difficilement explicités, ce n'est pas des choses formalisées, posées sur le papier, ça fait appel à tout le domaine des préjugés et des stéréotypes. Et c'est ce qui rend aussi la chose, les obstacles difficiles à déconstruire, difficiles à saisir. Et vous parlez des stratagèmes, des différents stratagèmes que les femmes mettent en place pour justement pour aller outre soit ces stéréotypes, ces préjugés ou ces barrières pour soit obtenir les sujets qu'elles souhaitent, soit aller plus loin dans leur carrière. Est-ce qu'on peut évoquer quelques stratagèmes avant de passer aux questions de la salle? On a mis quelques exemples ici. C'est vrai qu'on a listé, là c'est difficile de les aborder comme ça, mais on a essayé de lister un peu on a à la fois des stratégies qui sont des stratégies individuelles de comment je gère moi au sein de la rédaction, et donc là ça dépend aussi beaucoup du média dans lequel on est. Oui, parce qu'on n'a pas du tout évoqué non plus le harcèlement ou ce genre de choses qui arrivent, qui peuvent arriver, et des stratégies d'évitement. Enfin voilà, ça. On est vraiment resté aujourd'hui plus axé sur les carrières, même s'il y a beaucoup de choses là-dessus aussi dans votre livre. Ça fait partie des obstacles et des raisons de sortie de carrière. Mais c'est vrai que dans les stratégies, ça va dépendre. On a vu que ça dépendait beaucoup des types de médias, c'est-à-dire en gros selon les médias, selon les secteurs, selon l'encadrement, parce que parfois, y compris un changement dans l'encadrement, en fait,
va apporter pas mal de différences. Donc, on voit, et le fait d'être seul ou pas, c'est-à-dire en gros des femmes qui sont plutôt seules, je pense par exemple au sport ou en économie, qui sont quand même des secteurs qui sont très masculins encore, vont là aussi avoir des stratégies différentes par rapport à d'autres pour lesquelles on est plus sur du collectif. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a à la fois ces mobilisations qui sont collectives et individuelles qui normalement vont plus ou moins se nourrir l'une et l'autre, c'est-à-dire on va s'appuyer dessus. Mais après, si on peut aborder la question, on voit quand même qu'il y a un coût à chaque fois en termes de carrière pour les femmes. Peu importe un peu les stratégies qui sont mises en place. Et parmi les stratégies, donc on l'a mis ici, c'est à la fois dans les relations aux collègues, parce qu'en fait les problèmes peuvent venir des collègues, hommes ou femmes. Cette compétition, elle peut être mise en place aussi entre femmes, et donc évidemment se dire voilà, simplement d'entourer de femmes, ça va mieux se passer. En fait, on voit bien que non, parce que voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, tant qu'on garde des normes qui sont les mêmes, y compris des normes professionnelles, voilà, on peut se retrouver dans ces mêmes logiques et donc ce même fonctionnement d'entre-soi, etc. Il y a ensuite le lien avec la hiérarchie qui est un peu différent, et ce qu'on n'a pas mis, enfin on l'a mis dans la deuxième partie ici, c'est l'action de la relation aux sources. Et là aussi, voilà, selon les... C'est aussi... C'est une des problématiques, et là aussi, en fait, selon les secteurs, donc, en politique, et ça fait aussi l'objet de mobilisation avec voilà, les difficultés qu'il pouvait y avoir, qui sont encore très médiatisées maintenant et on continue d'en parler. En sport, c'est le cas aussi avec des difficultés d'accès. On l'a aussi sur des situations en zone de guerre qui, en fait, dans les premiers temps, donnaient lieu à de fortes résistances de la part des rédactions, en fait, de ne pas vouloir envoyer, alors au départ pour des questions qui étaient présentées comme des questions de sécurité. Finalement, en fait, après, les femmes ont été envoyées pour des questions plutôt marketing, en fait, un peu comme un dérivatif à l'horreur, en disant bah, si on monte des femmes, ça paraîtra moins violent. Et donc, dans l'ensemble des cas, en fait, je veux dire, c'est pas qu'il n'y a pas de bonne situation, mais être envoyée aussi parce qu'on est une femme, c'était problématique, parce que ça a permis un départ. Et donc, ça permet de jouer sur le tout premier point qu'on a abordé, c'est-à-dire en gros avoir des rôles modèles et donc amener un processus d'identification et amener des femmes dans les écoles à dire qu'elles vont faire cette spécialité-là, et donc avoir des femmes et donc suffisamment de personnes qui se présentent pour ne pas dire qu'il n'y en a pas, ce que certaines rédactions disaient, en disant bah, il y a peut-être des gens qui se présentent, mais pas assez, par exemple, pour notre spécialité à nous. Donc ça permet de déclencher ça. Mais par contre, ça peut aussi amener des réticences au sein des équipes, et donc là, des difficultés avec les collègues, parce qu'elles ont été choisies ou envoyées, et ça a été présenté comme elles sont envoyées parce qu'elles sont des femmes. Et en sport, c'est aussi le problème dans certains cas, quand on va présenter dans l'équipe une personne, on va tiens, c'est elle qui va y aller, parce que de toute façon, cette année, il faut un homme et une femme. Et donc, une fois que c'est présenté comme ça, effectivement, la question de la construction de la légitimité en partant du fait qu'il y a déjà un soupçon d'incompétence, oui, voilà, est très compliqué. Alors qu'en fait, si la personne est envoyée, alors peut-être c'est parce qu'il faut une mixité, mais c'est aussi parce que la personne, en fait, elle est là. Elle a déjà vécu des sélections à l'école, à l'entrée et pour intégrer ce service. Donc, voilà, il y a aussi tout ce fonctionnement-là. Après, pour les stratégies, peut-être si tu veux développer. Oui, c'est vrai que la question des relations sources, elle est intéressante parce que là aussi, c'est quelque chose d'un peu spécifique, je pense, à la profession journalistique, créer une forme de proximité à ces sources privilégiées, une proximité qui va se créer sur toute une série de liens, ça peut être des liens intellectuels, mais il me semble que pour les femmes, il y a aussi cette espèce de proximité de l'ordre de la séduction qui aurait imposé souvent, parfois, souvent, notamment ou reprocher. Bon, en politique, voilà, c'est typique, hein, il y a vraiment à la fois ce soupçon à l'égard de stratégie de la part des journalistes femmes qui useraient de leur séduction en politique. Ça a été même théorisé avec l'idée qu'il y aurait une génération François Giroud de femmes qui auraient été envoyées parce qu'elles sont belles, bien habillées, féminines, pour soutirer grâce à leur pouvoir de séduction des informations aux élus politiques, complètement sous le charme de leur... Donc il y a un mythe un peu quand même qui est très puissant qu'on retrouve, en tout cas qui est très vivant, qui circule beaucoup, il y a même des polémiques en fait. Qu'on retrouve dans beaucoup de femmes qui réussissent à accéder aussi à des hauts niveaux de carrière, qu'elles ne sont pas arrivées là par hasard. Vraiment, il y a quand même toujours ce soupçon
de la séduction pour être arrivé à ces fins. Oui. Et l'idée, c'est de savoir comment se positionnent justement les femmes par rapport à la fois à ce passif, cette espèce d'historique de ce que seraient les pionnières du journalisme politique, et aussi par rapport à la réalité de ce qu'elles vivent. Parce que, effectivement, la question de l'ambiguïté, elle revient très souvent dans les entretiens. Les conditions de travail du journalisme politique, où justement on se retrouve dans des lieux atypiques par rapport à ce que c'est qu'un espace professionnel, se retrouver dans des hôtels, dans des avions, toute cette promiscuité qui existe sur des jours entiers avec des horaires où les gens, voilà, il n'y a plus vraiment d'horaires de travail, il n'y a plus de lieux qui sont identifiables comme étant des lieux professionnels. Tout ça, ça favorise aussi tous ces, dire écarts de conduite, c'est peut-être même trop euphémisé, mais ça suscite, c'est favorable à l'émergence de violences de genre qui vont du sexisme, du harcèlement, voire des agressions sexuelles. Et on a pléthore d'anecdotes de femmes journalistes politiques qui sont confrontées à ce genre de choses. Quelles sont leurs stratégies, quelles sont leurs réactions? On voit plusieurs choses émerger. Et une stratégie n'est pas est compatible avec une autre, et en fonction du moment où on est dans sa carrière, on va peut-être aussi faire évoluer les choses. En fonction du moment de conscientisation qu'on a de ces problèmes, on va aussi faire évoluer ces stratégies. C'est un peu schématique, mais on a trouvé, à l'appui aussi de travaux, des stratégies qui consistent à jouer d'une certaine manière pas que de la séduction, des stéréotypes à l'égard des femmes, la femme faible, la femme maternante, la femme séduisante, pour essayer de retourner le stigmate à son profit, par exemple paraître naïve pour se faire réexpliquer les choses, paraître moins dangereuse vis-à-vis de son interlocuteur, et puis récupérer des informations que d'autres n'auraient pas eues. Mais comme le dit Sandy, alors à la fois mon hypothèse, c'est que peut-être ces stratégies-là sont utilisées par des femmes qui sont peut-être justement moins expérimentées, qui ont moins d'ancienneté, qui ont moins de légitimité professionnelle, qui ont peut-être un statut salarial aussi plus précaire. Mais au final, ça ne fait quand même que renforcer les stéréotypes de genre, en tout cas les confirmer, le fait de les retourner à son profit. C'est pas gagnant-gagnant, c'est un peu gagnant-perdant. Et au contraire, on a aussi des mouvements et justement des mobilisations collectives de journalistes qui vont redoubler dans l'effort de distanciation, systématiquement dénoncer, mettre à distance. Il y a toute une série de stratégies individuelles qui consistent à se dégenrer, ce qu'on appelle le dégenrer des choses. Donc, faire attention à l'impression d'apparence vestimentaire, même une journaliste me disait par exemple le fait de se toucher les cheveux, elle ne fait pas ça devant un élu avec qui elle est en rendez-vous par exemple. Donc tout ce qui peut porter à ambiguïté, tout ce qui souligne la perception du féminin, etc. est extrêmement contrôlé. Et il y a aussi des stratégies qui visent à se prévenir entre soi. Alors, ce n'est pas spécifique aux femmes, hein. Des journalistes hommes qui vont dire attention, lui, c'est un gros lourd, fais attention, il n'y a pas de jupe, ce genre de choses. Voilà, donc cette posture-là, c'est aussi une façon de dire il y a un problème qui n'est pas qu'un problème individuel. Et c'est par exemple ce qu'ont voulu faire les journalistes qui ont signé la tribune nous journalistes, femmes, nous journalistes politiques, femmes victimes de sexisme, je ne sais plus exactement le titre. Nous femmes journalistes en politique, et sur la version en ligne, il y avait aussi victimes de sexisme. Elles ont voulu montrer que ces anecdotes mises à bout les unes par rapport aux autres, mises les unes au bout des autres, soulignaient la dimension structurelle ou systémique du problème. Et que ce n'était pas juste tel ministre ou tel homme politique qui était limite, qui se comportait mal. Ce n'était pas un problème de personne, un problème individuel, mais bien un problème du système qui concerne le champ politique et qui concerne la société dans son ensemble. Donc il y a aussi, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans l'ouvrage dans la dernière partie, c'est que les femmes journalistes ne subissent pas que des discriminations.
elles sont aussi là pour... elles sont aussi là, elles ont des revendications, elles réfléchissent, elles tentent des choses, elles se mobilisent et elles prennent des risques professionnels pour dénoncer publiquement des injustices, des inégalités et des violences. Très bien. On va arrêter là pour justement sur cette note positive. Et par contre, s'il y a des questions dans la salle, en fait, on avait prévu un petit temps de questions. Si vous avez des questions sur ce qui s'est dit ou sur Zoom, Joanna? Non, pour l'instant, il y aurait. D'accord. Moi, j'ai une question, sauf de ma part, ça avait été évoqué, c'était sur les, non pas d'interruption de carrière, mais sur les personnes qui arrêtent le journalisme, parce que c'est, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Est-ce que justement, vu que les femmes sont plus précaires, est-ce que vous avez des données sur le fait qu'elles quittent peut-être plus la profession que les hommes? On ne le sait pas encore, parce que c'est assez récent. Alors, je reprends juste la question pour le micro. Est-ce que dans une période où beaucoup de journalistes quittent la profession, et notamment beaucoup de femmes, est-ce qu'on a des données sur le fait que ces femmes quittent la profession? C'est aussi dû à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de chiffres pour l'instant. On en a sur la Belgique qui montre ça et on les retrouve ici. Donc, dans l'ouvrage qu'on a mis là, c'est vrai que la longévité de carrière, ça fait partie des éléments à prendre en compte. Et de fait, parmi les personnes qui arrêtent, il y a plus de femmes. Et pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est que de fait, puisqu'elles se retrouvent dans les plus en difficulté parce que plus précaires, etc. Donc oui, il y a ça. Il y a aussi, et donc parmi les éléments qui sont listés dans cette étude, il y a ces difficultés quant à la précarité, de l'intégration professionnelle, mais il y a aussi le poids à la fois des stéréotypes et des violences de genre subies. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas que la question de la précarité. Ce qui vient vraiment amener un élément supplémentaire, c'est parfois l'impression de devoir se battre pour toujours trouver quelque chose, mais aussi de devoir subir une partie d'éléments. Alors, même si cette violence, elle est sous différentes formes, hein, que ce soit juste que ce soit des discriminations et jusqu'aux agressions, en fait, ça a des formes qui sont extrêmement différentes, parfois implicites, et qui, en fait, au bout d'un moment, même si elles ne sont pas spécifiques à ce secteur, cumulées à la précarité, amènent à une décision, se dire finalement, je peux subir peut-être moins avec des conditions qui seront plus favorables. Et donc, en fait, certaines acceptent plus de subir ces types de violences au quotidien, de sexisme, etc., mais à partir du moment où elles sont en contrat et où donc on a c'est vraiment un calcul qui se fait selon les personnes en gros, est-ce que ça vaut le coup et jusqu'où j'accepte ça en sachant que dans tout secteur professionnel, puisqu'on le voit ici, il n'y a pas de secteur professionnel dans lesquels on n'a pas cette discrimination. Par contre, de fait, il y a des différences de forme, de formalisme, etc. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait qu'il n'y ait pas non plus de procédure qui soit vraiment instituée renforce aussi cet élément-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure pour l'insertion professionnelle, mais c'est vrai aussi pour le fait d'obtenir des postes, y compris dans des médias qui se sont... il y a des choses qui s'arrangent et puis on se dit, bon, maintenant c'est mis en place. En fait, non. On se rend compte que dans certains cas, il y a eu des procédures mises en place et finalement, on revient à un fonctionnement qui est un fonctionnement parce qu'une façon ou d'une autre, ce modèle arrive à se reproduire. Et je pense que c'est ça qui est aussi, peut-être à la longue, pour certaines femmes qui nous en, c'est le côté où il faut se battre à nouveau pour un élément qui, au départ, parlait de l'ordre professionnel. Voilà, et c'est pas un phénomène nouveau parce qu'effectivement, on n'a pas donné chiffré ici, c'est une enquête Charbon et Pijola, c'est une enquête qualitative sur la base d'entretien. Dans les années 90, il y a une enquête qui a été menée sur une cohorte. On regarde la cohorte de journalistes qui sortent de l'école je ne sais plus en quelle date, et puis ce qu'il en est des mêmes journalistes quelques années après. Les hommes et les femmes sortent de la profession, mais de façon bien plus importante chez les femmes, déjà dans les années 90. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, on parlait tout à l'heure des pigistes qui choisissent, les pigistes qui choisissent de rester pigistes aussi pour éviter
cette hiérarchie, ce système peut-être échappé aussi à cette pression. Est-ce qu'on a des données là-dessus ou oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les pigistes en général, mais ou est-ce que c'est vraiment le plutôt subi la pige ou est-ce qu'il y a quand même le fait que certains journalistes choisissent de rester à la pige, c'est aussi pour sortir de ce système, de ce système. Pour certains, c'est un choix de rester à la pige. Et comme le dit Alexandre, pigiste, ça recouvre une diversité de situations entre le pigiste permanent pour un titre de presse, le pigiste un peu de luxe qui va avoir 2-3 grosses collaborations permanentes. Voilà, il y a toujours le risque une collaboration s'arrête ou qu'un média disparaisse, etc. Donc il y a vraiment une variété de situations, c'est difficile de généraliser. Et c'est vrai que je n'ai pas connaissance d'enquête qui s'intéresserait à la question du genre, des violences de genre et du pigisme. Donc, je n'ai pas de données. Du point de vue quantitatif, je pense qu'on l'a pas. Par contre, dans les enquêtes, on a quand même, dans les témoignages qu'on a, on a quand même ce type de témoignage de femmes. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça représente, donc on ne pourra pas donner de chiffres, mais on a, et notamment sur le sport, on va avoir ces éléments-là, et peu importe les pays, où effectivement, certaines vont le présenter. Parmi les stratégies qu'on a évoquées tout à l'heure, le fait de bosser pour plusieurs médias permet d'avoir une indépendance, de se dire, voilà, si ça se passe mal avec une personne, ça me permet éventuellement de ne plus travailler avec eux. Et de gérer son emploi du temps. Tout à fait. Pas être obligé de rester jusqu'à 20h à la rédaction. Oui, c'est ça. Mais bon, ce qui n'empêche pas les quantités, enfin les heures de travail. Donc là aussi, c'est difficile parce que c'est vrai que ça va être des forts moments de travail. Et en fait, c'est ça qui est assez difficile, je pense, y compris pour les piges. En fait, dans les retours qu'on a, c'est aussi cette gestion d'un temps qui est, en fait, oui, une journée qui va s'arrêter à 7h30, c'est quand même compliqué. Alors, rencontrer des sources, voilà, donc ça redouble cette difficulté. Voilà. Chez les pigistes, on retrouve aussi, moi j'ai eu quelques entretiens il y a un certain nombre d'années, on retrouve aussi cette difficulté, par exemple, à s'arrêter pour prendre un congé, un arrêt maladie. Enfin, il y a aussi, il y a le discours sur c'est un choix, je vis mieux, ceci, cela, et puis il y a aussi la réalité des pratiques, et des fois ça ne correspond pas tout à fait. Enfin, il peut y avoir un discours pour certains aspects qui est un peu enchanté, et après, de fait, il y a des contraintes qui parfois sont démultipliées ou sont plus fortes sur un pigiste que sur un salarié. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez difficile. Avec une population très hétérogène. Oui. J'aurais une double question sur deux instances qui peuvent peser sur l'évolution. Au sein des rédactions en chef, dans la plupart des médias un peu importants, il y a des journalistes chargés de la gestion des carrières. Donc, je suppose que cette partie des rédactions en chef est sans doute consciente de tout ce que vous venez de dire, surtout qu'elle se féminise peu à peu. Donc, est-ce que ça joue positivement par rapport au paysage un peu critique exposé? Et d'autre part, les syndicats, est-ce que dans les syndicats, il y a une réflexion intéressante à ce sujet? Alors, je répète la question pour les gens qui ne sont pas là. Donc, une double question, à savoir dans les équipes de rédaction en chef, les journalistes en charge des carrières ou même les responsables RH dans les sociétés prennent-ils en compte ces contraintes et également les syndicats de journalistes, est-ce que ce sont des sujets qui s'abordent? Moi, je vais répondre sur la première partie. Dans une des enquêtes qui a été faite sur la Belgique par Florence Lecam notamment, on voit les résistances. Je vais faire deux réponses, mais il y a des résistances très fortes, y compris de la part des DRH, avec les stéréotypes qu'on mentionnait tout à l'heure. En fait, si on part de l'idée que tout le monde est d'accord pour dire que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes et qu'il faudrait en fait qu'il y ait une mixité et une égalité complète dans les rédactions, sauf qu'en fait, c'est pas l'idée qui est partagée. C'est-à-dire qu'en fait, il reste vraiment des personnes, hommes ou femmes, au sein des DRH ou des rédactions en chef, qui restent persuadées
qu'il y a des places pour les hommes et pour les femmes et donc on a un management qui est très différent entre les hommes et les femmes. Et donc ça ressort nettement. Et ça ne bouge Donc, pas. en fait, alors c'est difficile, de mesurer si ça bouge. Nous, ce qu'on voit, et là, je vais le faire surtout sur la partie école, il y a des médias qui sont plutôt en avance sur ces questions-là et qui, de fait, travaillent très fortement sur les questions d'égalité, mais avec des équipes qui sont déjà en place. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des obstacles, y compris sur des grands groupes de télé, par exemple, sur lesquels ça peut être compliqué. Et puis, le deuxième élément, c'est que parfois, les DRH qu'on rencontre nous disent qu'en fait, qu'ils ont la main sur l'ensemble des recrutements hors journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, les recrutements des journalistes dans certaines rédactions, grosses rédactions, se font hors des DRH. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent garder la main en se disant, un peu comme ça se passe en recherche, c'est-à-dire en gros, qui va pouvoir recruter. Nous, par exemple, les chercheurs, ce sont des commissions d'enseignants-chercheurs. Là, en fait, on a un peu le même fonctionnement avec l'idée que la rédaction doit pouvoir garder la main pour avoir un recrutement, parce que c'est à eux de choisir les journalistes et les carrières, etc. Donc ça fait partie des éléments dont je parlais tout à l'heure sur la question des procédures. C'est-à-dire que, donc, oui, il y a un travail qui est fait du côté des DRH, mais parfois, en fait, les DRH eux-mêmes disent j'aimerais imposer ça aux rédactions. Donc, par exemple, il y en a qui nous disent négocier en interne pour pouvoir, par exemple, passer par juste le fait de publier l'offre. Dans certains cas, en fait, ça ne se fait pas. L'offre n'est pas publiée. Et dans certains cas, les DRH disent, bon, ce qui serait bien, c'est qu'on publie l'offre, au moins si c'est, par exemple, un contrat de plus de 6 mois. Et donc, il y a des négociations. Donc, ça montre à quel point c'est un enjeu qui est fort. Parce que sinon, tout serait publié. Et là, on voit bien, en fait, il y a beaucoup d'offres qu'on ne va pas trouver comme ça en ligne. Et notamment, alors pour les promotions encore plus. Mais je veux dire, juste, voilà, faire une offre de travail comme ça se fait pour d'autres secteurs. Et donc, on voit ces résistances qui sont très fortes. Donc, du coup, c'est compliqué de répondre dans le sens où je pense que c'est très hétérogène. Et donc, de fait, il y a des démarches très actives dans certains médias qui ont pris conscience de la volonté de cette diversité. Mais là aussi, c'est très compliqué parce que les femmes se retrouvent mélangées aux questions générales qu'on met sous un label diversité. Et donc, là aussi, c'est très compliqué parce que comment on intègre des personnes pour avoir une diversité et pour faire quoi et pour les mettre où? Parce que là aussi, on a des fortes résistances parce que si l'idée, c'est de dire je vais prendre des femmes pour attirer un public féminin, parce que souvent, il y a ça, c'est que derrière, il y a une stratégie, donc on va les mettre à nouveau sur certaines rubriques ou dans certains secteurs pour attirer un lectorat féminin, par exemple. Là, ça veut dire qu'à nouveau, elles se retrouvent... donc, voilà, du coup, il y a toutes ces difficultés-là. Donc, pour l'instant, je dirais que ça ne vient pas vraiment des DRH. Côté syndicat. Alors, peut-être pour ajouter quelque chose sur ce qui se passe dans les rédactions, c'est juste une hypothèse, mais quand on voit, par exemple, ce qui se passe à Mediapart, avec la mise en place d'une gender editor et toute la réflexion interne qu'il y a, pas seulement sur comment on représente les femmes dans ce journal, dans ce site web, mais aussi sur comment on travaille ensemble, comment on se répartit la parole dans les conférences de rédaction. Les journalistes, par exemple, ont comptabilisé le temps de parole entre hommes et femmes. On a vu, à leur grand étonnement aussi, que c'était extrêmement inégalitaire. On met en place un système de vigie, etc. Enfin, donc, il y a toute une réflexion interne dans ce média. Et je me dis, les éléments qui font que c'est possible, c'est qu'il y a des leaders d'opinion. Donc, c'est pas des DRH ou des rédacteurs en chef, forcément. Mais quelqu'un qui va apporter une forme de conscience féministe avec une réflexion qui bénéficie d'une légitimité au regard de ses contacts. C'est un petit média, parce qu'évidemment, un modèle comme ça, dans un gros groupe, on pense que j'imagine que c'est beaucoup plus difficile à déployer. Et ça correspond aussi, c'est cohérent avec le positionnement éditorial du titre. Enfin, quelque part, ça bénéficie aussi à son image de marque, si on parle en termes un peu marketing. Donc, il peut y avoir des configurations comme ça où il y a des effets vertueux, mais qui ne sont pas reproductibles sur tous les contextes. Et du côté
côté des syndicats, bah, c'est assez court puisqu'il y a très peu d'études sur la question. Moi, je n'ai pas mené d'études du côté des syndicats et on a essayé justement, on a un encadré qui s'intitule et du côté des syndicats, point d'interrogation. Donc la seule étude qui dit qu'il faut poursuivre ces recherches, c'est une étude américaine qui montre que plus il y a de femmes qui sont syndiquées, qui occupent des positions de décision dans les syndicats, et plus les femmes ont aussi, les femmes journalistes occupent des positions d'encadrement dans les médias. Donc il y a a priori, statistiquement, il y a vraiment une corrélation forte. Et je crois que cette étude elle a été menée sur plusieurs pays, donc ça semble être un fait avéré. Mais après, pour tout ce qui est voilà, prise de position, rôle des syndicats, accompagnement, on n'a pas trouvé d'études sur ce domaine. Alors là, c'est encore un champ vraiment très intéressant. Donc, pour le prochain de vos livres, donc, on va s'arrêter là. Je vous remercie, donc, Sandy Moutanoula et Eugénie Saïta, d'être venus nous parler au club. Et j'invite ceux que ça intéresse à lire le livre Genre et journalisme, qui est en prêt au Club de la Presse. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci à vous. Et voilà, normal. Je vais passer parce que j'ai passé le live Facebook. C'est pour ça que vous nous avez bougé. Hein. C'est qu'en fait, on avait plus de monde derrière Facebook que derrière le Zoom. D'accord. Je ne les ai pas bougés. D'accord.